Je suis Madame Bigé Bamboy, je suis sage-femme d'État de formation avec une expérience de 35 ans dans la profession de sage-femme. Je dirige l'association des sages-femmes depuis 2016, mais j'ai toujours participé dans les bureaux depuis 1992. Je suis clinicienne toujours. Je travaille au niveau de l'hôpital Aristide de Dantec, où j'assure la fonction de maîtresse sage-femme. Voilà, donc j'ai un master en management des programmes et services de santé. Ça, c'est juste une expérience, un développement personnel qui me permettra de mieux gérer notre association. En 1963, nos anciennes sages-femmes ont porté sur les fonds baptismaux cette association-là pour la promotion de la profession sage-femme, mais également pour aider dans l'amélioration de la pratique sage-femme. Parce que les soins, la prise en charge, tout ça, ça évolue régulièrement. Donc, il faudrait que cette instance puisse être mise pour pouvoir regrouper toutes les sages-femmes, mais également pour apporter la contribution des sages-femmes dans tous les programmes et politiques de santé du ministère de la Santé et de l'État du Sénégal en général. Donc nous, ce que nous faisons, c'est, comme je vous ai dit, apporter notre contribution dans la lutte surtout contre la mortalité et la morbidité maternelle et néonatale, et surtout, permettre à nos membres de disposer de mises à jour régulières pour qu'il y ait moins de décès évitables de mères et de nouveau-nés. La corporation, ça a changé parce que depuis 2009, il y a eu, avant déjà on avait les sages-femmes africaines, puis il y a eu les sages-femmes d'État. Et sage-femme d'État au Sénégal, cela veut dire qu'une personne qui a fait la formation de sage-femme pendant 3 ans et qui a réussi à l'examen de certification qui lui décerne le diplôme de sage-femme d'État. C'est pourquoi on parle de sage-femme d'État, mais la profession, c'est la profession de sage-femme. Et depuis 2009, il y a eu un décret euh, qui a relevé le niveau de recrutement des sages-femmes. Avant, c'était au niveau du BFM, maintenant, c'est au niveau du bac, ce qui fait que le diplôme de sage-femme équivaut à une licence. Et ça c'est une opportunité de carrière pour les sages-femmes parce que ça leur permet, après la profession la formation de sage-femme, de pouvoir aller faire un master et aller jusqu'au niveau du doctorat. Voilà, donc ça fait plus d'une décennie que l'association avait compris l'importance, la nécessité, l'obligation de mettre en place un nombre de professionnels qui permet de gérer tout ce qui est pratique, tout ce qui est dans l'exercice, de gérer l'exercice de notre profession. Maintenant, heureusement que la loi a été votée, donc le premier pas a été franchi, donc la loi a été votée depuis janvier 2017 et promulguée en février 2017. Donc cette loi existe, mais jusqu'à présent, les organes de l'ordre ne peuvent pas être mis en place parce qu'il nous reste encore les décrets d'application, il nous reste l'arrêté ministériel portant nomenclature des actes, il nous reste un décret de code de déontologie de la sage-femme. C'est des documents que nous avons pu élaborer avec le recrutement d'une consultante qui nous a aidé à vraiment élaborer avec l'appui de partenaires comme l'UNFPA, comme la Banque mondiale, mais également comme Shopsuplis, qui nous ont appuyés dans la mise en œuvre et même l'élaboration et la finalisation des documents portants qui régissent l'ordre des sages-femmes. Au-delà du ministère, il y a un décret et le décret est signé par le président de la République. Mais nous avons besoin vraiment de l'appui
et de l'accompagnement du ministère de la Santé pour que ce décret puisse arriver sur la table du président de la République et nous y travaillons. Nous sommes en train de faire des plaidoyers auprès des personnes, des personnalités qui peuvent nous aider à faire en sorte que ceci puisse être une réalité. L'ordre ça va déjà déterminer qui sage-femme. Parce qu'au Sénégal, toute femme qui travaille dans une maternité est appelée sage-femme. Quelle est sa formation de sage-femme ou autre. Et même encore, nous avons, depuis quelques années, nous observons des personnes qui ont eu à faire une formation pendant 3 ans, mais qui n'ont pas pu réussir à l'examen des certifications, donc n'étant pas détentrices du diplôme d'état de sage-femme qui leur confère le droit légal à être reconnus comme sage-femme et à exercer cette profession. Donc nous en avons des centaines qui travaillent, qui parfois se font appeler sage-femme avec d'autres qualificatifs ou diminutifs qu'on rajoute, et qui légalement ne doivent pas être ni appelés sage-femme ni exercer cette profession. Donc la loi portant ordre de création de l'ordre des sages-femmes stipule qui peut être sage-femme, qui doit faire cette profession de sage-femme, comment les sages-femmes doivent travailler, et en cas de faute, comment la sage-femme devrait être pas punie, mais des textes qui permettent de dire quelles seront les sanctions qui pourront être infligées à la sage-femme pour que vraiment les soins qui sont prodigués à la population soient des soins de qualité, offerts par des personnels compétents, qualifiés et qui ont le droit d'exercer cette profession car ayant été reconnus avoir les compétences aussi bien et les aptitudes pour pratiquer cette profession. La sage-femme a les compétences qu'il faut, elle n'a pas besoin d'une autre formation parce que quand on vous déclare admise à la certification, c'est parce qu'on vous a évalué sur le plan des compétences, on vous a évalué sur le plan des connaissances, on vous a évalué sur le plan des attitudes et des aptitudes. Donc, ils n'ont pas besoin, parce que être sage-femme veut dire que tu as les connaissances nécessaires dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Ce que je vous disais, c'est par rapport à la formation continue, elle existe. Elle est nécessaire, elle est même obligatoire parce que les choses changent régulièrement. Il faut des mises à jour, il y a de nouveaux protocoles qui sont mis en place. Il y a de nouvelles pratiques, des bonnes pratiques qu'il faut partager parce que c'est dans l'expérience que les chercheurs trouvent de nouveaux protocoles de traitement, d'autres pratiques qui permettent d'impacter sur la qualité. Donc, ce n'est pas un problème de la qualité de la formation, mais le problème qui est souvent décrié, c'est la relation, surtout l'accueil et la relation en termes de communication entre les personnes. Mais pour ce qui est de la qualité, nous y veillons. Et quand on est sage-femme, c'est cette sage-femme-là, c'est pourquoi elles sont affectées dans les zones très reculées pour pouvoir aider à réduire. Et tout le monde comprend maintenant qu'il est important que l'on investisse sur les sages-femmes si on veut réduire le fardeau de la mortalité maternelle et néonatale. Parce que 87% des soins de mère et de l'enfant sont offerts par des sages-femmes qui ont les qualifications qu'il faut. Donc, il faudrait qu'on les investisse dans le recrutement, qu'on les investisse dans l'accompagnement, dans leur travail, qu'on les investisse dans les mises à jour régulières par rapport à nos compétences. Le chômage des sages-femmes, ça c'est notre casse-tête quotidien. Je crois que c'est le gros problème que nous avons parce qu'il y a tellement d'écoles, d'instituts privés qui forment des sages-femmes. Et c'est des sages, il y aura tout le temps des filles qui auront le bac, qui auront besoin d'avoir une qualification professionnelle pour pouvoir travailler. Et le problème que nous savons, c'est que l'État ne pourra jamais recruter tout le monde parce qu'il y a des contingents sur lesquels on ne peut rien. Maintenant, nous, notre travail aujourd'hui, nous avons reçu la sage-femme consultante au niveau de l'UNFPA parce qu'on veut travailler sur l'employabilité des jeunes sages-femmes. Comment les accompagner, comment les aider pour qu'elles puissent s'auto-employer. Parce que c'est une profession qui peut s'exercer de manière libérale. Maintenant, la demande est là,
les populations, il faudrait qu'on puisse aller leur offrir les soins. Et il y a des expériences comme par exemple les SAFI, qui étaient les sages-femmes itinérantes, qui ont été, c'est un projet qui a été piloté par la cellule santé com du ministère de la Santé en partenariat avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Et les chiffres montrent que vraiment, si on veut améliorer les indicateurs sur la santé de la mère et de l'enfant, il faut forcément qu'on investisse sur les sages-femmes en les recrutant, mais également en les mettant dans les conditions qui leur permettent d'exercer leur travail, leur profession correctement, mais également dans la dignité, parce que parfois elles travaillent dans des conditions tellement misérables que parfois elles ont même envie de tout. Il y en a même qui ont démissionné, qui ont préféré aller faire autre chose plutôt que de travailler dans des conditions aussi misérables ou aussi... De sages-femmes formées, il y en a, mais le ratio, il est très, on l'a pas encore. Parce que l'OMS qui dit qu'il y a une sage-femme pour 500 femmes ou 300 femmes, nous sommes à une sage-femme pour plus de 2500 femmes, donc vous comprenez que le ratio est très loin d'être atteint. Et ça influe négativement sur la qualité du service parce qu'il y a une surcharge de travail et les gens sont énervés, ils sont sur les nerfs. Autant la sage-femme qui a une surcharge de travail, qui n'arrive pas à se reposer, autant les personnes qui attendent leur tour, le temps d'attente est énorme. Les rendez-vous parfois peuvent être très loin. Les gens, ils amènent leurs malades. Chacun pense que sa malade est une urgence, alors qu'il y a d'autres urgences qui sont là, plus urgentes. Et c'est ça qui amène parfois les heurts, parce que c'est une seule personne qui doit s'occuper de plusieurs femmes à la fois, et ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous, ce que nous préconisons et ce que la Confédération internationale des sages-femmes dans laquelle nous sommes, nous militons, et ce que l'OMS et l'UNFP recommandent également, c'est qu'il faut qu'il y ait un recrutement continu des sages-femmes, qu'on les mette là où les femmes ont besoin d'elles pour pouvoir vraiment booster les indicateurs et faire en sorte que tous ces décès évitables de mères et de nouveau-nés puissent être, excusez-moi de la redondance, évités effectivement.